est-ce que des musées possèdent des costumes qu'elle a réalisés pour les théâtres, pour ses ballets? Il y a un musée du costume à Cologne qui ont beaucoup de choses sur Exter, mais je ne crois pas qu'ils aient des costumes. Ils ont des grandes gouaches pour des décors de théâtre. Vous en avez eu passé quelque part des marionnettes? Oui, elles sont toutes parties aux États-Unis. Mais où du coup? Au musée de cinéma? Au musée Hirschhorn Museum, je crois. C'était une élève d'Exter qui avait tout ça et elle demandait beaucoup de recherche, j'avais pas l'argent pour les acheter. Oui. Et ils ont vendu à une galerie qui s'appelait Leonard Hutton Gallery. Mais il y a longtemps, il y a 30 ans. Elle a fait beaucoup de livres illustrés à la main avec son copain Colucci. Ah, Colucci, ah bon? Ah oui, moi j'ai beaucoup interviewé Colucci qui était le voisin et l'ami d'Exter. Ça c'est pour une revue des années 30. Ce que vous avez sont beaux, hein. Vous étiez le premier à l'exposer en France? Ah oui, j'ai été le premier à faire l'exposition Exter. Ouais. Petit catalogue gris comme ça, oui. J'ai refait le même catalogue qu'elle avait fait à Berlin en 27. Il n'y avait pas les œuvres d'Aelita? Non. Est-ce que vous savez exactement combien d'œuvres ont été répertoriées aujourd'hui? En totalité d'Exter? Je sais pas, moi je dois en avoir à peu près 500. Ce qui est une toute petite production. Et en dehors de vous, on peut compter combien de pièces? Bon, il y a une vingtaine de pièces, 30 pièces dans les musées russes. Et tout le reste, c'est éparpillé en Europe, en Allemagne, en Suisse, en France, aux États-Unis. Oui, elle a fait des petits formats pendant la guerre. Elle essayait de vendre ça, des petits paysages, des petites maisons qui n'ont pas d'intérêt, mais peut-être avec ça, elle a réussi peut-être à manger. Mais il s'est passé un truc aussi très intéressant, un peu embêtant aussi pour eux, c'est que tous ces gens-là étaient des artistes de gauche qui ont participé aux événements révolutionnaires soviétiques. Quand ils ont fui la Russie et qu'ils se sont réinstallés en Europe, ils ont été, de la part de milliers de Russes blancs qui étaient partis avant eux, et ont été mis à l'index en disant c'est vous qui êtes responsable de cette merde qui est arrivée en Russie. Et on ne leur a pas pardonné. Ils ont tous été mis à l'index complet. Exter, elle s'est réfugiée à la campagne, complètement isolée. Larionov, Goncharova ont continué un peu leur activité théâtrale, parce qu'ils avaient participé un peu moins aux événements de gauche. Mais pour beaucoup d'autres, genre Annenkov, Mansourov et tous ces gens-là, ils ont été complètement marginalisés ici, pas du tout acceptés. Quand elle est rentrée en 1924, elle avait encore un peu de moyens financiers. Et puis le fait d'être engagée par Fernand Léger à l'Académie moderne, ça l'a fait vivre quand même. Mais elle a toujours travaillé pour Léger, pour l'atelier? Oui, tout à fait. Oui. Jusqu'à la fin? Je pense. Elle, jusqu'à la fin, elle a eu des contacts avec des soviétiques, parce que il y a des tableaux plus récents d'Exter qui se retrouvent en Russie soviétique après les années 25. Elle était très liée avec le grand sculpteur soviétique Moukina, vous savez. Pendant la dernière guerre, Exter n'avait pas du tout de rentrée financière. Elle vivait grâce à... Elle donnait des cours à des élèves qu'elle avait encore assez nombreux, mais elle survivait très difficilement. C'est un personnage très attachant, Exter. Moi, je ne comprendrais jamais pourquoi elle était tellement occultée et tellement marginalisée, parce qu'elle a fait des œuvres merveilleuses, dignes des grands. Monsieur Lissim était un des héritiers de Exter, parce qu'il avait été, à l'époque de Kiev, avant la guerre de 14, il avait été élève d'Alexandra Exter à Kiev. Il s'était réfugié après la Révolution en France,
Il parlait admirablement le français d'ailleurs. Il a fait énormément de décors et de costumes pour le théâtre. C'est un lien qui l'unissait beaucoup à Exter, qui il avait beaucoup d'admiration. Comme il était juif, il s'était réfugié juste avant la guerre aux États-Unis et était devenu professeur de dessin dans une université américaine. Et c'est là où je l'ai rencontré pour la première fois. Oh, c'était autour des années 69-70, par là. Et il a été tout à fait enchanté de participer à la première exposition d'Exter que j'ai organisée à la galerie rue Furstenberg. J'avais organisé la première exposition rétrospective d'Exter avec des œuvres en provenance de M. Simon Lissime. Et à cette occasion-là, plusieurs semaines après l'exposition, j'ai reçu la visite de M. Ino Esrati. Ino Esrati, qui avait été l'organisateur de la distribution des legs commandés par Exter. Alors évidemment, il ne m'a pas dit tout de suite qu'il avait des Exter. C'est moi qui lui ai posé des tas de fois la question au cours de nos rencontres successives. Il était très aimable et très gentil. Et il était très intéressé par le fait qu'on réorganise des expositions d'Alexandra Exter qui avaient totalement disparu et dont le nom et les œuvres étaient totalement occultés depuis très très longtemps. Et c'est au cours d'un déjeuner où il m'avait invité chez lui. Il avait une boutique de tissus dans le Marais pour la première fois et il m'a montré dans des cagibis de ces magasins des œuvres d'Alexandra Exter qui étaient sur châssis ou qui n'étaient même pas montées et quelques dessins qu'il y avait dans des cartons qui étaient assez volumineux mais dont les premières fois je n'avais pas eu accès. C'est seulement au bout d'un certain temps qu'il a commencé à me proposer des œuvres, mais d'une manière assez discrète d'ailleurs. Il a commencé par me proposer de me vendre la totalité des œuvres d'Exter qui étaient en sa possession. En 3 fois, moi je n'avais pas non plus énormément d'argent à l'époque. La date c'était autour des années 75, 1975, à quelques mois près. Et donc j'ai sollicité mon beau-père pour acheter en 3 fois le stock des Exter de M. Esrati. Et tout ça était évidemment en assez mauvais état. Donc j'ai ramené tout ça à la campagne, et c'est au cours des années suivantes que j'ai commencé à remettre tout ça en état très doucement, à encadrer, à photographier, à faire restaurer, etc. Donc j'ai commencé à disposer des œuvres seulement à partir des années 80-90, en ce qui concerne Esrati. J'imaginais pas qu'à l'époque, moi je pensais que c'était Simon Lissime qui avait la totalité des œuvres. Et en fait, de par sa situation, Ino Esrati a gardé en devers lui des choses probablement qu'Exter lui avait offert. Et beaucoup. Un costume pour Aelita a été offert par Simon Lissime à la Bibliothèque nationale vers les années 80. Si on regarde le catalogue raisonné, on doit la retrouver. Ah, voilà. Elle était tirée à l'envers. 47,5 sur 25, Bibliothèque nationale. De France. Ceux-là sont très peu connus aussi, qui ont été vendus à Drouot. 1924, ces deux-là.